surtout dire ce matin parce qu'ils sont Toutes et tous, donc effectivement Marc Dallalonga, délégué régional de l'AFDAS. Donc l'AFDAS qui est l'OPCO d'un certain nombre de secteurs, dont la branche du sport. Et c'est à ce titre-là qu'on participe au contrat régional de filière et à ce webinaire. Donc comme ça a été évoqué et dit par l'État et la région, et vous le savez sûrement en tant qu'organisme de formation, la période est caractérisée par une forte volonté politique de mettre le développement des compétences au cœur de la stratégie pour l'emploi. C'est à la fois pour réussir les parcours individuels, l'insertion des personnes, leur reconversion éventuellement, leur évolution professionnelle, et puis aussi sur une dimension plus collective pour que ce développement des compétences permette aux entreprises de se développer, plus largement à l'économie de se développer également. Donc, pour mettre en œuvre cette ambition-là, on a connu en 2018, et ça a aussi été évoqué, une importante réforme de la formation professionnelle, et puis un investissement fort sur les compétences qui se traduit par le PIC, cet acronyme, le plan d'investissement sur les compétences. Donc, à l'occasion de cette réforme importante de la formation professionnelle, une nouvelle architecture s'est mise en place pour la formation des salariés. Vous la connaissez, mais je vais en représenter très rapidement les dispositifs et les opérateurs qui sont concernés pour poser un peu le cadre de cette formation des salariés aujourd'hui. Donc, Laurent, on a le micro qui est coupé, qui vient de se couper. Marc, pardon, Marc, on a le micro qui vient de se couper. D'accord, ok. Merci. Donc, je disais que j'allais brièvement présenter les opérateurs et les dispositifs qui sont mis en œuvre depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018. Donc, il y a un petit visuel pour ça, Vincent, si tu peux nous le mettre. Voilà, qui présente un peu de l'architecture globale. Donc, l'idée, c'est que l'URSSAF devienne le collecteur de la CUFPA. Avant, il y avait une contribution des entreprises pour la formation professionnelle et une taxe d'apprentissage. Maintenant, avec la réforme, il n'y a plus qu'une seule contribution, qui est la contribution unique formation professionnelle et apprentissage. Donc, l'URSSAF doit être le collecteur, mais pour des raisons techniques, cette collecte par l'URSSAF a été reportée au plus tôt. Ça se fera au 1er janvier 2022. Donc, pour l'instant, c'est toujours dans les missions des OPCO de gérer la collecte des fonds auprès des entreprises, au moins pour 2020-2021. Ensuite, ces fonds, et ça c'est la nouveauté importante, sont transférés, sont plus gérés en direct par les OPCO. Ils sont transférés à France Compétences, vous connaissez, on peut dire l'Agence nationale pour la formation. Et ces fonds, après, sont reversés aux différents opérateurs en fonction des différents dispositifs. Donc, sur ce schéma, on voit rapidement comment ça se passe. Donc, il y a une partie qui est fléché vers les demandeurs d'emploi, et ça c'est une nouveauté. Avant, le financement de la formation des demandeurs d'emploi, c'était assuré par les régions et pour l'emploi, c'est toujours le cas, mais là il y a des fonds de l'entreprise qui viennent abonder ce financement de la formation pour les demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre du plan d'investissement sur les compétences. Ensuite, le compte personnel de formation, donc là pour les projets individuels des personnes, qui maintenant est géré directement par la Caisse des dépôts et consignations. Les personnes peuvent mobiliser leur CPF directement via l'application qui a été mise en place fin 2019. Le conseil en évolution professionnelle, issu de la réforme de 2014, qui maintenant est géré pour les salariés par des opérateurs régionaux qui ont répondu à un appel d'offres de France Compétences. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est le CIDC 33 qui est le mandataire qui a gagné cette gestion du CEP, avec des prestataires répartis sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, le CIF qui a disparu, le congé individuel de formation pour la reconversion, qui est devenu le projet de transition professionnelle. Et là, ce sont des associations qui gèrent cette transition professionnelle. Et puis, le rôle des OPCO, qui est sur la droite de votre écran, qui, avec deux missions très importantes, notamment en région, qui est d'accompagner le développement de l'alternance. Vous savez qu'il y a une forte volonté publique de promouvoir l'alternance. Il y a statistiquement moins d'apprentis et d'alternants globalement en France qu'il y en a dans les pays similaires en Europe. Donc, il y avait cette forte volonté politique d'aller sur ça. Donc, on gère toujours le contrat de professionnalisation qu'on gérait déjà historiquement, et faire ajouter à l'occasion de cette réforme le financement de l'apprentissage. Voilà. Donc, et à côté, on continue à être les gestionnaires qui mettons en œuvre le plan de formation des entreprises, et notamment avec une focale, et c'était l'esprit de cette réforme, sur les TPE, PME,
hein, puisque une partie des fonds légaux sont fléchés maintenant uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais qui constituent quand même, ces entreprises de moins de 50 salariés, le cœur, hein, du secteur économique en région et surtout des secteurs du sport et de l'animation. Donc, je vais, après cette présentation un peu qui rebrossait le cadre général de cette réforme et les différents dispositifs et opérateurs associés, passer la parole à mon confrère Laurent Chex pour rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement de ce plan de formation des CPE-PME. Juste avant, Laurent, une petite parenthèse à mes collègues Annick et Christophe, si on peut éventuellement couper la petite sonnette. C'est chaque personne qui rejoint la conférence, il y a une petite sonnette qui se met en place. Ça devrait se calmer là, à 10h30, mais éventuellement on peut la couper, ce serait pas mal. Voilà. Laurent, très bien. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Laurent Chex. Je suis conseiller emploi-formation. Je suis en charge à Uniformation de 2 territoires, enfin 2 départements, un Landes et Pyrénées-Atlantiques, mais je suis par ailleurs conseiller référent pour toute la Nouvelle-Aquitaine de la branche animation pour la délégation sud-ouest d'Uniformation qui est donc basée à Bordeaux. Alors, il est vrai qu'il n'a pas toujours été évident de percevoir les mécanismes propres au financement et notamment de s'y retrouver entre les différents fonds existants qui sont confiés aux OPCO, aux OPCA dans le passé et aux OPCO aujourd'hui. C'est pourquoi, effectivement, il peut être intéressant de les présenter de façon aussi synthétique que possible. Alors, sur le visuel à l'écran, vous pouvez voir que les OPCO disposent en réalité de 3 types de fonds. Voilà, donc légaux, conventionnels, puis enfin les fonds volontaires. Alors, ces 3 typologies de fonds, en réalité, obéissent à des fonctionnements un peu différents et puis une philosophie un peu différente. D'abord, les fonds légaux. Alors, les fonds légaux, c'est la base à caractère fiscal légal que tout employeur se doit de verser à un OPCO depuis très longtemps, en réalité depuis la loi de 1972, hein, la loi de l'or. Cette partie légale, elle est encore collectée, comme le disait l'AFDAS à l'instant, par les OPCO, mais effectivement, elle sera prochainement collectée par l'URSSAF en conséquence de la dernière loi. Alors, les fonds légaux, c'est France Compétences qui va fixer les principes d'orientation et de redistribution des fonds légaux. Pour votre information, les montants collectés pour le légal, en termes de pourcentage, sont de l'ordre de 0,55% à 1% de la masse salariale en fonction de la taille d'une structure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, il faut le reconnaître, la redistribution elle est assez minimaliste, alors du moins pour Uniformation, sur les fonds légaux, puisque les fonds légaux ont forcément mécaniquement très nettement diminué depuis la dernière réforme. C'est vrai que désormais, les fonds légaux vont être collectés par les OPCO et orientés en réalité vers plutôt des formations de demandeurs d'emploi. Alors, pour parler des fonds conventionnels, c'est vrai que naturellement, au regard des limites en termes de redistribution des fonds légaux, les branches, ces 5 dernières années, elles ont été amenées à revisiter, d'une certaine manière, le fonctionnement de leurs fonds conventionnels. Le rôle des fonds conventionnels, il est de pouvoir, d'une façon générale, générer des moyens supplémentaires, en plus que les fonds légaux, en plus des fonds légaux, mais pour pouvoir répondre à des prérogatives de branche. Et ça, c'est vraiment le point important qui va faire la distinction entre les fonds légaux et les fonds conventionnels. On parle vraiment d'orientation et de prérogatives de branche. C'est-à-dire, par exemple, de pouvoir répondre à un besoin spécifique en termes d'orientation des compétences, en termes de prospective emploi-formation, de GPEC ou autre. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que toutes les branches ne vont pas utiliser leurs fonds conventionnels de la même façon. Alors, je vous propose de faire un focal sur le fonds conventionnel de l'animation. Alors, il faut savoir, là encore pour information, que le fonds conventionnel de l'animation, il est de 1,25% de la masse salariale brute d'une structure. Donc, il y a une vraie dynamique volontariste de la branche de l'animation, puisqu'on peut voir que le pourcentage, il dépasse très nettement le pourcentage du versement légal. Il faut savoir également que la branche elle est composée de syndicats employeurs et salariés. Elle se réunit plusieurs fois par an en CPNEF. Ce qu'on appelle une CPNEF, c'est en réalité une commission paritaire nationale emploi-formation. Alors, pour votre information également, la branche de l'animation, elle représente 12 000 structures et 140 000 salariés.
Elle est volontariste depuis toujours, elle est rassembleur, elle est à l'écoute des problématiques et des besoins, des projets, des structures que vous, organismes de formation, vous allez rencontrer sur le territoire. Donc les fonds conventionnels, ils visent des actions plutôt professionnalisantes, hein, c'est-à-dire ne débouchant pas nécessairement sur un diplôme. On va penser à un BAFA, un BAFD, on va penser à des formations qui vont durer 5 jours, 15 jours, 3 semaines, mais qui pour autant ne vont pas avoir vocation à déboucher sur un diplôme. Pour autant, et là aussi c'est important de le rappeler, les fonds conventionnels, ils permettent en ce moment de financer aussi les actions diplômantes depuis grosso modo 1 an, puisque le dispositif PROA, qui est venu en remplacement de la période de professionnalisation, vous le savez, il a été levé provisoirement. On pense qu'on sera en capacité de le réactiver dans les prochains mois. Et pour l'instant, effectivement, c'est vrai que la branche est en capacité de financer aussi les diplômes. Alors, pour mieux comprendre les postes de dépenses qui sont en lien avec une action de formation, je vais vous proposer à présent un exemple de financement. On va s'intéresser à un exemple. On va imaginer un BPGEPS activité nautique pour une structure qui relève donc de l'animation. Le coût pédagogique, on imagine qu'il est par exemple de un peu plus de 7 000 €, 7 180 € pour être très précis, j'ai pris un exemple bien concret, pour une durée de 399 heures. Il faut savoir que cette formation, elle sera prise en charge donc en totalité sur le poste de dépense coût pédagogique. Les frais annexes, c'est ce qu'on appelle communément les frais de déplacement, les frais de repas. On peut imaginer que là encore, ils seront pris en intégralité. Il y a des plafonds, évidemment. Je propose de ne pas rentrer ici dans les plafonds qui sont pratiqués par Uniformation, mais il faut savoir que ce sont des plafonds qui permettent, dans la grande majorité des cas, de permettre en tout cas une prise en charge très confortable pour une structure. Et puis enfin, le troisième poste de dépense, c'est un poste un peu sensible qui est le poste de la rémunération. Il faut savoir que la branche animation a pris le parti de prendre en charge la rémunération du salarié qui part en formation s'il est remplacé. La politique de branche est donc de couvrir le surcoût lié au remplacement. Donc là aussi, c'est dans la limite des fonds disponibles, parce que vous savez que les OPCO collectent en début d'année et en fin d'année, les dossiers qui arrivent ne seront pas forcément honorés en totalité, puisqu'en fin d'année, on est beaucoup plus pauvre d'une certaine manière qu'en début d'année. Mais pour résumer, il faut savoir que le niveau de prise en charge, il est globalement confortable dans la limite des fonds disponibles. Toute cette information, vous pourrez, en qualité d'organisme de formation et en qualité de partenaire, le retrouver sur le site d'Uniformation, www.uniformation.fr. Voilà, donc je propose à présent de repasser la parole à Marc Dallalonga, qui va présenter à son tour les dispositions conventionnelles inhérentes au sport. Merci Laurent. Oui, effectivement, le sport a aussi une politique volontariste en matière de financement de formation et abonde aussi de manière conventionnelle pour permettre aux structures sportives de financer des formations. Et j'ai mis un lien là sur le PowerPoint, sur le site de l'AFDAS, qui vous permet de voir un peu les priorités qui sont fixées par la branche et qui se déclinent autour de 3 axes principaux de financement des formations pour la branche du sport. Donc là, il y a marqué 4 dispositifs, mais il y en a un qui est sur l'appui conseil. Donc le premier qui apparaît là sur l'écran, ce sont les actions individuelles. C'est la majorité des fonds qui sont sur les actions individuelles. Donc il faut savoir que le choix qui est fait par la branche pour l'instant, c'est de ne pas avoir de plafond par entreprise. On est plutôt sur une approche mutualisée, collective. Et donc les plafonds sont en fonction du nombre d'heures de la formation, et ce sont des plafonds aussi en fonction du niveau de qualification de la formation. Donc, c'est des plafonds horaires plus que des plafonds par entreprise. C'est ce qu'il faut retenir au niveau de cette prise en charge sur les actions individuelles. Ensuite, le deuxième axe de ce plan conventionnel, voilà, ce sont des actions collectives. Donc là, ce sont des têtes de réseau qui portent une action pour plusieurs entreprises, au minimum de 2 entreprises, mais c'est souvent plus que ça. Et donc, ces têtes de réseau organisent la formation pour un groupe d'entreprises et donc un groupe de salariés de ces entreprises. Et puis, le troisième axe, qui est parfois sous-utilisé aussi, peut-être moins connu de financement de la formation, c'est un catalogue des offres sport. Et ça, c'est la branche qui détermine quelles sont les priorités de formation, sur quels axes ils souhaitent mettre une focale particulière. Et donc, ils constituent un catalogue
sur lequel les entreprises peuvent positionner leurs salariés. Et donc ça, c'est très important à savoir parce que ces organismes sont référencés, il y a un planning de formation, donc c'est assez facile de positionner ces salariés sur cette offre catalogue. Voilà, donc c'était les points importants. Et vous retrouvez un peu tous les barèmes. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail des coûts de prise en charge en fonction de la durée de la formation, du niveau de qualification de la formation, mais vous retrouvez tout ça sur la page dédiée qui est présentée actuellement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir déjà sur ces deux secteurs qui sont les vôtres, c'est une politique très volontariste d'accompagner les projets de formation et offertes aux entreprises. Je me permets du coup d'enchaîner. Merci Marc. Tout à l'heure, je parlais de 3 fonds. On a vu les fonds légaux, les fonds conventionnels de la branche animation que je présentais tout à l'heure et de la branche sport présentée par l'AFDAS. Pour terminer, il y a donc la 3e typologie de fonds. Donc là aussi, pour votre information, sachez que cette 3e typologie, elle repose sur les versements volontaires. En clair, une structure, aujourd'hui, elle peut décider de faire des versements volontaires à son OPCO de façon à gonfler quelque part la totalité des cotisations et pour avoir accès plus simplement à un niveau d'offre de services plus intéressant, notamment en termes d'accompagnement et d'accès à différents dispositifs. Alors, très concrètement, une structure aujourd'hui qui relève, en tout cas, une structure de l'animation qui relève d'une formation, pour sa demande de prise en charge, il lui suffit de se connecter à son espace. Les structures détiennent tous des codes pour saisir en ligne leur demande d'aide financière. Tous les documents sont téléchargeables. Donc, du coup, la structure va télécharger son devis, son programme. Donc, ce seront les 2 documents phares que vous devrez transmettre en qualité d'organisme de formation à une structure. C'est un devis, un programme que la structure va télécharger sur son site. Et puis, sachez que si la demande est un peu particulière, la structure a tout à fait la possibilité de nous contacter. Alors, vous avez normalement à l'écran, sinon vous les retrouverez sur le visuel PowerPoint, l'adresse de l'AFDAS, l'adresse d'Uniformation. Voilà. On peut poursuivre avec quelques éléments d'actualité. Il faut savoir effectivement que les structures globalement ont été bien impactées par la crise du Covid. Je pense que vous en avez été vous-même en qualité d'organisme de formation témoin. Alors, la branche de l'animation a mis en place un plan de relance suite à cette crise Covid pour soutenir les employeurs. Ce plan de relance, il s'articule essentiellement autour de différentes mesures, parcours formation pour les dirigeants, pour les managers, pour le management intermédiaire, pour les animateurs de terrain aussi, mise en place d'un catalogue avec des thématiques liées à l'accueil, le management, la communication, la pédagogie, évidemment le numérique, bien évidemment le numérique, parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, les structures vont nous attendre sur des montées en compétences autour du numérique, forcément en conséquence de cette crise Covid. Il y a également des mesures d'accompagnement qui ont été initiées avec le financement de l'intervention de consultants pour recontextualiser la dynamique emploi et formation. Et puis, encore une fois, la branche de l'animation a déplafonné des moyens financiers qui étaient plutôt généreux à la base. Donc là, je laisse à nouveau la parole à l'AFDAS, qui peut présenter aussi à son tour les éléments d'actualité. Oui, en complément de ce que mettent en place les OPCO, tu l'as dit, en matière de formation que d'accompagnement, il y a des initiatives qui ont été prises de part et d'autre pour accompagner nos adhérents, nos entreprises partenaires. Et on fait ce travail-là conjointement avec l'État et la région aussi, qui sont mobilisés fortement suite à cette crise pour accompagner les salariés. Donc, on a auprès de la Directe Nouvelle-Aquitaine et puis du Conseil régional eu la possibilité d'avoir des fonds complémentaires pour accompagner les salariés pendant cette période de baisse d'activité. Ça a permis à des personnes qui se retrouvaient sans emploi ou avec un emploi à temps partiel de se former. Et ça se traduit aussi, autre exemple, par le Fonds national pour l'emploi. Vous savez que le FNE Formation a été mobilisé. Donc là, ce sont des fonds État qui permettent de prendre en charge pour les salariés qui sont en activité partielle l'intégralité des coûts pédagogiques des formations sur ces périodes-là. Donc ça, on l'a mis dans les éléments d'actualité. L'actualité sur ce FNE, c'est qu'il est prolongé un petit peu dans les conditions actuelles.
au moins jusqu'à fin octobre et peut-être qu'il le sera davantage, donc avec cette prise en charge à 100%. Et le plan de relance du gouvernement annoncé début septembre voilà, évoquait une activité partielle de longue durée qui va se mettre en place et qui pourrait prendre le relais avec également des fonds associés à cette activité partielle de longue durée pour la formation des salariés en activité partielle. Les conditions évolueront sûrement de prise en charge de la formation, mais les OPCO seront là pour être en complément de ce que pourra mettre l'État dans le cadre de ce FNE renouvelé, mais qui est un peu différé par rapport à ce qu'on a entendu. Et le troisième point aussi, qui est une actualité, mais qui va peut-être faire lien avec la partie suivante sur la formation des demandeurs d'emploi, c'est que les OPCO, et ça c'est un peu nouveau, en tout cas la mission a été renforcée avec la dernière réforme, c'est une mission liée à l'insertion des personnes et de travailler davantage sur les publics en difficulté également. Donc, on travaille notamment en utilisant des dispositifs comme les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi collectif. Donc, quand des entreprises ou des branches professionnelles nous indiquent avoir des besoins spécifiques sur des métiers, ben, on monte avec vous, organismes de formation, ces formations qui sont des formations préalables à des recrutements en théorie. On travaille aussi pour les structures de l'insertion par l'activité économique. Et là, on a des fonds complémentaires qui nous permettent là aussi de prendre 100% des coûts pédagogiques des formations sans emprunter, on va dire, sur les fonds des entreprises et sur les fonds collectés par les OPCO, mais grâce à des partenariats avec l'État en l'occurrence. Et puis le dernier point que j'ai souhaité évoquer ici, c'est par rapport au parcours emploi compétences. On sait que dans le secteur associatif, que ce soit dans l'animation ou dans le sport, les structures associatives ont parfois recours au parcours emploi compétences. Et le plan de relance a annoncé l'abondement de cette enveloppe pour le parcours emploi compétences. Donc, nous proposons d'accompagner les structures associatives qui accueillent des salariés en parcours emploi compétences en finançant leur formation. Et pour ça, on a passé un partenariat conjoint avec Uniformation et l'ABDAS et la région. Donc, tout le champ du sport et de l'animation est couvert par ce partenariat pour une prise en charge avec une participation de la région pour ce public spécifique, ce public de salariés en parcours emploi compétences. Et on propose aussi dans ce cadre de ce partenariat-là de financer les formations pour les tuteurs, donc de quelque part de professionnaliser aussi les fonctions RH des structures associatives dans ce contexte. Voilà un petit peu les points d'actualité qu'on pouvait évoquer sur la formation des salariés, et on reste à votre écoute pour les questions que vous pourriez poser sur ce sujet. Parfait. Merci, merci Marc, merci Laurent pour tous ces éléments, ces précisions. On a essayé effectivement de rentrer un peu dans le détail sans être trop diffus également au niveau information. Quelques points d'actualité importants effectivement avec le plan de relance. On va laisser la parole, je vais remettre la slide sur les adresses mail contact parce que c'est peut-être allé un petit peu vite, donc vous ayez le temps de le noter. Puis on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on mettra sur le site internet de l'ADR le PowerPoint. Vous aurez toutes les informations. Il y a pas mal d'informations aujourd'hui qui peuvent être un peu techniques. Mais on remettra le PowerPoint. Et ce qui est important, effectivement, c'est que vous puissiez aussi identifier qui est derrière l'AFDAS, qui est derrière Uniformation et les contacts. Donc, ça, c'est important. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Christophe Charin pour prendre en compte vos questions. Christophe. Oui, donc je vous ai incité un petit peu à poser des questions. Pour l'instant, on n'a aucune question. Donc, n'hésitez pas, on peut laisser 1 minute ou 2 là, pour vous laisser le temps de les formuler. N'hésitez pas à les écrire, on peut les poser en direct dans la foulée. S'il n'y a pas de questions dans la minute ou dans les 2 minutes, on va enchaîner sur la partie suivante. Donc, c'est relativement clair sûrement. Après, je ne sais pas, peut-être Marc ou Laurent, s'il y a un petit complément d'information, on peut utiliser 7 minutes avant d'enchaîner sur la suite si vous voulez compléter sur une information en attendant peut-être une question. Je peux peut-être me proposer de prendre la première question et laisser la deuxième question à Marc. Alors, effectivement, pour les formations de type BPGEPS, je lis la question. Y a-t-il un nombre d'heures maxi, une durée maxi en mois pour bénéficier d'un financement? Alors, il faut savoir effectivement que avec la disparition de la période de professionnalisation et l'arrivée de la PROA, on était en situation de pouvoir cofinancer avec les fonds de la branche animation, les fonds de la PROA.
Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent, hein. Je rappelle que la période de professionnalisation qui avait vocation à financer les actions diplômantes a disparu. Elle a été remplacée par la PROA dans le cadre de la dernière loi. Aujourd'hui, bon, il y a quelques petits calages qui font que la PROA est complètement levée, ce qui fait que c'est la branche, pour l'animation en tout cas, hein, c'est la branche qui va financer l'intégralité d'un BPGEPS sur ses propres fonds. Là où, encore une fois, la logique aurait voulu que la PROA finance, par exemple, à hauteur de 12 € et le complément soit pris en charge par les fonds mutualisés de la branche animation. Donc là, en réalité, on ne tiendra pas compte on va en tout cas étudier l'ensemble de l'assiette, c'est-à-dire la totalité des heures. Il n'y aura pas, et c'est très exceptionnel, de maximum en nombre d'heures. Mais bien évidemment, on sait qu'un BPGEPS, de toute façon, va durer un certain nombre d'heures maximum. Les dossiers qui seraient, je dirais, anormalement gonflés en nombre d'heures, de toute façon, ça ne tiendrait pas la route. Donc, on se permettrait dans ces cas-là de demander un complément d'information. Mais encore une fois, vous-même, en tant qu'organisme de formation, si demain vous faites une proposition, vous envoyez votre devis avec le programme à la structure employeur, aujourd'hui, les fonds de la branche animation ont vocation à prendre l'ensemble du parcours. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a une autre question, Christophe, peut-être? Oui, on a une question. Où trouver des informations sur les parcours emploi compétences? Oui, donc là, je me propose d'y répondre. Donc, les parcours emploi compétences, c'est un peu comme d'autres dispositifs. En fait, nous, dans nos missions, on va chercher des partenariats avec la région, avec l'État, avec l'Europe, pour venir en complément sur des priorités qui sont sur les politiques régionales de formation, sur les politiques d'État, sur la politique européenne. Et donc, du coup, on applique ces compléments financiers, ce qui permet à l'entreprise d'avoir davantage de fonds pour d'autres types de formations. Donc, comme pour la région, l'insertion des salariés en parcours emploi compétences était une priorité, on a fait dans le cadre de ce partenariat avec Uniformation une proposition à la région pour qu'ils viennent à nos côtés aider ces structures qui ont une obligation de toute façon de former leurs salariés en parcours emploi compétences. Et ça permet comme ça de mener des actions spécifiques, des actions mutualisées, de couvrir de manière totale le territoire et l'ensemble du secteur sport animation. Et c'est nous, au moment où l'entreprise fait la demande, elle indique que le salarié est en parcours emploi compétences, et ça fait partie des éléments que l'entreprise doit saisir sur la demande, et nous qui du coup appliquons cette subvention au moment d'engager les financements sur cette formation. Après, pour compléter les propos de Marc, les informations sur les PEC, sur les critères d'éligibilité au PEC, vous les avez sur le site de Pôle emploi également, parce que les prescripteurs sont Pôle emploi, les missions locales, mais principalement Pôle emploi quand même, les missions locales, et puis Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, Pôle emploi est interlocuteur aussi sur les PEC. Ouais, et je rajoute que Pôle emploi est partenaire de ce plan d'action sur les parcours emploi compétences, et du coup, on va quand même informer les entreprises qui ont recours traditionnellement à des salariés en parcours emploi compétences pour leur dire qu'on a ce levier de financement de leur formation dans ce cadre-là. Donc là, il y aura aussi une action proactive de notre part en direction des associations qui ont recours régulièrement aux salariés en parcours emploi compétences. Alors, on a une question à propos du financement de la VAE, mais la réponse a été apportée en direct par écrit dans le chat. On a une question un peu générale qui est liée au contexte. Quelle prise en charge pour la formation à distance dans le cadre d'une nécessité de continuité pédagogique pour un groupe complet ou pour un stagiaire qui serait absent car positif au Covid? Alors, les formations à distance sont effectivement développées fortement, y compris dès le début de la période de confinement. Donc, nous, les niveaux de prise en charge sont restés exactement les mêmes parce que d'autres frais ont été induits, notamment d'ingénierie pédagogique, pour mettre en place des formations à distance. Donc, il n'y a pas eu de changement de barème lié à la modalité, que ce soit présentielle ou distancielle. On reste sur les mêmes modalités financières. Peut-être une dernière question qui est apparue, qui, à mon avis, peut apporter une réponse assez rapide. Peut-on faire une convention de formation unique pour 3 salariés de la même entreprise
qui suivent la même formation, ou bien faut-il faire une convention par stagiaire? C'est l'entreprise chez nous qui fait sa demande de prise en charge et elle peut tout à fait déposer une demande pour 1 ou 3 stagiaires, hein. C'est traité au contraire. Si elle a 3 stagiaires à former sur la même formation, il vaut mieux qu'elle fasse une seule demande en enseignant les 3 stagiaires qui vont bénéficier de la formation. C'est plus simple pour elle et pour nous. Je peux me permettre de rebondir aussi. Alors, peut-être que je vais répondre à côté de la plaque, mais je crois comprendre que la question concerne aussi notre fonctionnement. Alors, sur le coût stagiaire ou le coût groupe, il faut savoir qu'à Uniformation, effectivement, quand une structure va nous demander un financement pour la totalité de son équipe, on va pratiquer au-delà de 5 stagiaires, à partir de 5 stagiaires, on va pratiquer ce que l'on appelle un coût groupe. C'est-à-dire qu'on va par exemple prendre en charge 1 200 € coût jour pour un minimum de 5 stagiaires, de façon à ce que notre plafond ne soit pas multiplié par 5. On fait ça tout simplement aussi pour économiser et puis rationaliser d'une certaine manière les fonds de la branche. En deçà de 5 stagiaires, on reste sur un coût stagiaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours l'association qui va faire sa demande en ligne, mais ce seront nos instructeurs chez nous, les assistants en formation qui instruisent les dossiers, qui vont moduler en fonction du nombre de stagiaires en intra.